Maxime Tessier, je suis avocat au barreau de Rennes. Merci de votre accueil. Madame le professeur, j'ai une question à vous poser par rapport aux peines criminelles. Parce que la Cour de cassation, vous savez, rend une jurisprudence singulière sur la question, notamment sur la motivation de la peine criminelle par la Cour et le jury, ou alors aujourd'hui par la Cour criminelle dans quelques ressorts. Et alors même que la chambre correctionnelle ou le tribunal correctionnel doit s'appuyer sur la gravité de l'infraction. Les avocats, ils arrivent toujours à parler. Vous me posez là, je parle en deux. La gravité de la situation, la personnalité, et puis situation familiale, matérielle et sociale. Je pense qu'on est d'accord pour dire que la jurisprudence en matière criminelle est différente et que lorsque des pourvois sont faits en disant quand même vous n'avez pas motivé sur situation familiale, matérielle et sociale, la Cour de cassation aujourd'hui ne voit pas le problème. On fait quoi? Alors là, on fait quoi? Je n'en sais rien. Peut-être qu'on multiplie les pourvois pour voir si elle va changer, mais en réalité, il y a effectivement une disparité, même effectivement après l'introduction de la motivation des peines criminelles. C'est-à-dire que quand on motive une peine correctionnelle, il faut motiver sur 132-19 avec les éléments que vous avez rappelés. Quand une cour d'assises motive une peine criminelle, en réalité, elle doit se satisfaire, comme le dit la loi, des principaux éléments qui ont porté sa décision. Et la Cour de cassation, très récemment, a validé des arrêts de cour d'assises qui avaient simplement motivé au regard de deux des trois, voilà. Et deux des trois éléments, pardon, pour le reste de la salle, deux des trois éléments mentionnés par l'article 132-19. Alors, bon, j'ai souvent l'habitude de critiquer la Cour de cassation, mais là, il me semble-t-il, c'est quand même malgré tout c'est une position qui tient compte peut-être de la pratique de la Cour d'assises, à savoir qu'on va surtout motiver sur la gravité des faits de l'espèce et sur la personnalité du prévenu. C'est peut-être un petit peu difficile de demander à des jurés citoyens de motiver très spécifiquement sur, comme l'exigerait l'article 132-19. Donc effectivement, il y a une disparité très claire entre une motivation et un contrôle très strict de la Cour de cassation en matière correctionnelle et une obligation de motivation et un contrôle beaucoup plus relâché, on va dire, pour les peines les plus graves. Merci Madame le professeur. Pardon, Nicolas Goutz, avocat à Versailles. Pour le coup, j'ai pas besoin de... Pas de souci. Et ben voilà, très bien. Ils ne veulent vraiment pas nous entendre. Je trouve que la question, elle se pose encore avec plus d'acuité avec la modification de la Cour, en fait. Oui. Vous savez, cette nouvelle formule de Cour criminelle avec uniquement des magistrats professionnels qui vont être amenés à statuer, justement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une question que je me suis posée, effectivement. Disons que la cohérence peut-être du système tient tout simplement au choix qui est fait, me semble-t-il, par le législateur de faire respecter un critère organique. Je m'explique. Le tribunal correctionnel statue sur 132-19 avec des conditions extrêmement strictes. Et la cour d'assises, quelle qu'elle soit, même si elle n'est composée que de magistrats professionnels, eh bien, motive d'ailleurs la déclaration de culpabilité et motive la peine de façon plus relâchée par rapport aux principaux éléments. Mais c'est vrai qu'il aurait été logique de dire ce sont des magistrats professionnels, donc vous allez motiver plus strictement. Mais non. Donc, qu'est-ce que j'en pense? On est dans le sens d'une continuité. Est-ce que c'est véritablement un facteur de progrès? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que de toute façon, on ne risque rien du point de vue européen, puisque la Cour européenne des droits de l'homme considère que la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas attachée à une motivation stricte de la peine. Elle veut simplement que
le condamné ait compris pourquoi il a été condamné. Donc les principaux éléments, on est dans les clous, si j'ose dire. Mais je vous suis parfaitement sur ce point, mais dans la mesure où vous allez... La place qui est laissée dans l'appréhension de l'individu, elle n'est plus la même, puisque vous avez des magistrats professionnels qui vont intervenir et non plus des jurés. Oui. Et donc je trouvais que cette singularité pouvait justifier l'extension de cette motivation, justement, spécifiquement dans cette hypothèse. Et donc je vous rejoins un peu. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais du coup, il faudrait trouver une troisième voie, c'est-à-dire en multiplier les régimes. Je ne suis pas sûre que la cohérence de l'ensemble en sorte renforcée. D'autant plus qu'encore une fois, de toute façon, le législateur va regarder quand même au-dessus, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau européen, et qu'au niveau européen, on est validé. Donc, je pense qu'on va en rester là, même si effectivement, du point de vue de la pédagogie de la peine, on aurait peut-être pu gagner à ce que la peine soit davantage motivée pour pouvoir l'expliquer aux condamnés. Mais c'est tout le travail des avocats d'essayer d'expliquer malgré tout. Mais on s'en remet à vous. Enfin, on s'appuiera sur les enquêtes sociales. Voilà. C'est tout un travail en fait à la chaîne. C'est vrai qu'on vous embête, on vous fait discuter, mais c'est pour vous qu'il écrivait la loi, pas Non. plus que nous. Mais néanmoins, si je puis me permettre de livrer une réflexion à la salle et d'échanger sur tous ces points de vue, je trouve quand même, on pourrait me dire que c'est le matin et qu'après tout les Bretons s'énervent pour pas grand-chose, que le fait qu'il y ait un jury, je trouve que ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, la motivation de la décision de la cour d'assises, elle est rédigée par le président ou alors, par exception, par un des assesseurs professionnels qui composent la cour d'assises. Je pense qu'on ne peut que se féliciter du fait qu'aujourd'hui, la Cour de cassation applique un contrôle très très strict de ce que doit être la motivation de la peine, parce que d'ailleurs, cela oblige chacun des acteurs judiciaires, à commencer par les associations, mais aussi surtout la défense au stade de l'audience, à modifier sa manière de travailler, et notamment de travailler la préparation de la peine, et éventuellement s'interroger pour savoir si elle-même doit faire une contre-proposition et comment. Je dis donc que, parce que nous sommes au ministère de la Justice et que ce n'est pas tous les jours que nous pouvons nous emparer de cette situation-là, c'est quand même faire un bien mauvais sort au travail des associations qui réalisent ces travaux d'abord d'enquête sociale rapide, puis le travail différent d'enquête de personnalité, que de considérer qu'au moment où nous devons prononcer chacun au nom du peuple français, comme on dit, et chacun d'entre nous pouvons composer la cour d'assises, de considérer que dès lors qu'il s'agit de situations familiales, matérielles et sociales, eh bien finalement tout cela n'a que peu d'intérêt pour déterminer la peine. C'était une réflexion à chaud que je voulais livrer, parce qu'encore une fois, vous êtes ceux qui permettent en premier lieu de nous apporter, en complément du travail des avocats de la défense, un certain nombre d'éléments et un regard extérieur tout à fait précieux dans l'audience de la cour d'assises. Et d'ailleurs, sans doute les uns et les autres avaient déjà été cités comme témoins pour rendre compte de ces enquêtes dans le cadre de ces procès. En tout cas, vraiment l'incompréhension qui est celle, je pense, d'un bon nombre d'avocats de la défense, et pas que, c'est que dès lors qu'il s'agit des peines criminelles, tout ce qui concerne ce dont nous allons parler aujourd'hui ne fasse pas l'objet d'une même importance pour la prise de décision. Je vous rejoins entièrement, bien évidemment. Alors, c'est vrai que ce sont des magistrats professionnels, ce sont le président de la cour d'assises, l'assesseur qui rédige, mais normalement, la loi dit que ce sont les jurés citoyens qui votent. Et du coup, si on exige, me semble-t-il, une motivation aussi technique, ça va alourdir le fonctionnement et je pense que ça va aboutir à la disparition de la cour d'assises avec jurés. Alors après, on peut être pour, on peut être contre. Moi, je ne fais que constater, simplement. Mais peut-être que cela passe aussi, qu'un progrès de la justice devrait passer par là. Je n'en sais rien, mais voilà les réflexions que ça m'inspire. Si on exige de plus en plus de technicité, on va écarter les jurés citoyens. Alors après, ce sont deux modèles. Moi, il ne m'appartient pas ici de dire ce qu'il faut, mais les enjeux, ils sont là.
Et puis en plus, je pense que l'heure n'est pas véritablement à alourdir les procédures. Encore une fois, tant que la Cour européenne des droits de l'homme ne raffermit pas sa jurisprudence. Oui, merci. Éric Lallemand, procureur général, Cour d'appel de Colmar. Je voulais intervenir pour revenir plus directement sur le sujet qui concerne les alternatives à l'incarcération. Donc on se situe plus dans la phase correctionnelle et notamment l'objectif de la loi, c'est principalement d'éviter les courtes peines d'emprisonnement. Vous avez dit dans votre propos que l'objectif, c'était précisément de limiter les courtes peines d'emprisonnement, essentiellement parce que c'est désocialisant, que ça n'aboutit pas effectivement à des retours en sortie de détention faciles. Je crois qu'en réalité, l'objectif, il est beaucoup plus simple que celui-là. Il est de lutter contre la surpopulation carcérale. Je crois qu'il faut être très clair. Le ministère de la Justice, la France, est confronté à cette question de la surpopulation carcérale. J'ai fait le point, quand je suis arrivé comme procureur général à la Cour d'appel de Colmar, sur un chiffre que personne ne connaît en général. C'est le nombre de mois ou d'années de prison prononcées par une juridiction. Les juridictions sont, entre guillemets, oui, j'ai un terme très économique qui pourra choquer évidemment, mais producteurs de peine. Et producteurs, et imposent à l'administration pénitentiaire d'exécuter, et sur le ressort de la Cour d'appel de Colmar, c'était 2400 années de prison sur une année prononcée par l'ensemble des juridictions de cette Cour. Et en face, j'avais environ 900 à 1000 places de détention. C'est-à-dire que vous voyez bien l'inadéquation totale. Je crois qu'il faut le dire clairement. L'objectif, c'est d'abord de lutter contre la surpopulation carcérale. Mais c'est vrai qu'on est dans un débat où, en même temps, il y a une forte critique sur l'exécution des peines, ou plus exactement l'inexécution des peines. Et d'ailleurs, on parle bien de sens de la peine et efficacité de la peine, c'est-à-dire la volonté de la mettre à exécution. Donc moi, vous me trouverez comme étant un tenant très ferme que cette loi offre des possibilités aux magistrats de prononcer d'autres peines que la peine, ce que j'appelle la peine étalon, de la peine d'emprisonnement. Et donc je suis, au terme de votre première partie, beaucoup plus optimiste dès lors qu'on y met les moyens. Et ce n'est pas seulement des moyens humains et ceci et cela, c'est d'abord le débat judiciaire. Très clairement, si vous assistez à une audience de comparution immédiate ou d'audience correctionnelle, vous pouvez percevoir que tout le débat, 90% du débat, porte sur la culpabilité ou sur ce que l'on appelait les circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'on revient sur les faits longuement avec des interrogatoires, des confrontations, entre guillemets, parfois entre victimes et auteurs. Bref, on est d'abord sur cette question de la culpabilité. Et puis le président, quand il a terminé son évocation des faits, que les discussions sont intervenues, on donne la parole au ministère public, qui à la fin de son réquisitoire propose une peine, et puis à la défense. Et finalement, le débat sur la peine n'existe pas, ou très peu. D'abord parce que, et je le comprends parfois de la défense, c'est très difficile de s'emparer du débat dès lors qu'on est plutôt sur une contestation ou une atténuation de la responsabilité. Et que de dire, sauf de dire que la peine requise par le ministère public est trop forte, ce qui d'ailleurs est de moins en moins vrai parce que je crois que maintenant, le ministère public n'est plus dans la position qu'on lui connaissait dans l'image d'Épinal, de celui qui va demander 10 pour avoir 5. Je crois qu'on est aujourd'hui plutôt dans une position de requérir la peine que l'on voudrait voir être appliquée. Voilà. Donc je pense qu'il y a déjà un sujet majeur, c'est le process, et c'est l'idée même du débat judiciaire sur la peine qui, globalement, n'existe pas. Je crois d'ailleurs que le concours d'entrée à l'école de la magistrature cette année portait sur le choix de la peine, et on m'a dit que certains avaient fait un hors-sujet en ne parlant que de l'aménagement de la peine ou en parlant du rôle de juge de l'application des peines. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, même pour des jeunes qui rentrent, qui souhaitent rentrer à l'école de la magistrature, ils ont conscience que le choix de la peine, il est beaucoup plus fait par le juge de l'application des peines que par le tribunal correctionnel. Mais il faut aussi avoir conscience. Pourquoi cela ? 30%
les personnes convoquées en justice ne viennent pas. 30% hors comparution immédiate, hein, c'est-à-dire tout ce qui est convocation par OPJ. Et si je dis ça, c'est parce que je crois que, je terminerai là-dessus, le débat sur les enquêtes sociales rapides, ils peuvent porter certes sur la comparution immédiate. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire cette obligation, lorsque l'on envisage de requérir une peine de détention, immédiatement d'avoir une enquête sociale rapide. Mais en réalité, les peines d'emprisonnement sont beaucoup plus majoritairement prononcées par les juridictions sur des convocations par OPJ. Et c'est pas, je crains, et moi c'est un peu mon inquiétude par rapport à cette effectivité et cette réalité, c'est qu'on élude le sujet des convocations à des personnes où effectivement le tribunal n'a aucune information sur la personnalité de l'intéressé, premièrement, et puis les intéressés ne venant pas, on retombe effectivement sur la majorité des peines, des courtes peines d'emprisonnement prononcées, parce que, faute de renseignements intéressants, eh bien, on manque de cette possibilité de prononcer une peine efficiente. Voilà ce que je souhaitais dire, puis je pense qu'il y aura d'autres sujets, bien évidemment, sur lesquels nous aurons à intervenir pendant la journée. Juste pour répondre, je suis effectivement tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai commencé mon propos par une petite, des chiffres sur la surpopulation carcérale. Effectivement, le problème maintenant, c'est que le droit pénal, la procédure pénale, le droit pénal, ça devient un outil de gestion, me semble-t-il. Un outil de gestion des flux. Puisqu'on essaye de lutter contre la surpopulation carcérale en disant qu'il faut motiver spécialement la privation de liberté, et si c'est pas clairement motivé, on casse, et donc il faudra bien faire quelque chose. Mais c'est pour éviter la surpopulation carcérale. On développe les alternatives. Moi, je suis très dubitative, mais j'espère me tromper sur la DDSE, par exemple, et même sur le travail d'intérêt général, c'est-à-dire que c'est un très bel outil, mais je ne suis pas certain que ça va emporter sur des infractions correctionnelles graves, que l'on va se contenter d'un travail d'intérêt général. Donc le droit pénal, ça devient un outil de gestion des flux, et on le voit, enfin un outil de gestion des flux, gestion du risque aussi, on pourra en parler, avec la lutte contre la dangerosité, etc. On fait peser sur le droit pénal et le juge pénal, les magistrats, un certain nombre d'obligations pour essayer de prévenir la récidive, ce qui est un peu, je pense qu'on s'éloigne un petit peu normalement de ce qui devrait être le rôle de la justice pénale, me semble-t-il. Mais sinon, effectivement, je vous rejoins après sur ce que vous avez, sur votre constat. Une dernière question ? Oui, juste une petite observation, une question. Pascal Souriau pour l'association APCAS. Pour ce qui est des enquêtes sociales rapides, on nous en demande déjà hors du cadre obligatoire, je pense au COPJ, donc je réponds en partie à monsieur le procureur, et dans le cadre des CPV, justement par rapport à cette politique d'aménagement de peine. Et une toute petite question concernant la DDSE. Est-ce qu'avec le développement de la DDSE, les éléments de personnalité qui seront proposés dans le cadre des CI, il n'y a pas un risque que certaines personnes soient placées en DDSE et que ce ne soit pas adapté à leur profil, à leur situation? Mais bon, ça vaut le coup quand même de prendre ce risque et de développer des alternatives d'incarcération. Oui, de toute façon, il faudra essayer. Alors après, je ne peux pas véritablement et précisément vous répondre sur une mesure qui n'est pas encore entrée en vigueur, mais je pense de toute façon qu'il faut essayer. Et ensuite, on verra ce qui se passera, malgré peut-être les faiblesses, on va dire, du dispositif. Mais effectivement, de toute façon, ce qui va être prépondérant, ce sont précisément les éléments de personnalité. Du coup, c'est ça qui donne une dimension à l'enquête sociale rapide qui est quand même mise en lumière par la réforme du 23 mars, qui pose véritablement un cadre, qui veut lui donner une importance. Et maintenant, c'est la question aussi des moyens matériels, humains et financiers qui ont été soulevés par Madame la Présidente dans son propos introduction.